Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors, la question du jour, c'est peut-on avoir une hésitation entre un Canon R5 Mark II, un Panasonic S1 Mark II, S1R, pardon, Mark II, éventuellement un Nikon Z8 et encore plus éventuellement un Sony A7R5. Alors, moi, l'idée ici, c'est de dire, vu le prix du Panasonic S1R Mark II, la question c'est, est-ce que c'est utile de mettre 1000 €, voire un tout petit peu plus de 1000 € de plus, pour avoir un des trois autres, hein. Alors, bon, le Nikon Z8, maintenant, il a été quand même sensiblement replacé en prix. Alors, il y a moins de 1000 € d'écart quand même, hein, avec le Panasonic. Mais bon, les deux autres, c'est plus ou moins 1000 €, on va dire, d'écart. Donc, est-ce que c'est justifié? Bon, on va dire, ça dépend de sa pratique, hein, évidemment. Alors, la différence essentielle, bien entendu, c'est que dans l'histoire, il y en a deux qui n'ont pas de capteur empilé et deux qui ont un capteur empilé, ce qui, on le sait, en termes de vitesse de lecture de capteur, change beaucoup de choses, hein. Alors, est-ce que ça change? Ça change beaucoup la vitesse de lecture du capteur, ça c'est un fait. Maintenant, est-ce que ça change beaucoup sur la pratique photo-vidéo? Eh bien, c'est de ça qu'on va parler, hein, finalement, parce que si on n'a pas vraiment l'utilité du capteur empilé, franchement, vu tout ce qu'apporte ce Panasonic, et notamment son côté hybride, moi je trouve plus poussé par exemple qu'un Nikon Z8 ou qu'un Canon R5 Mark II, ne serait-ce que par son écran, qui pour le coup est le même a le même mécanisme que sur le Sony A7R5, et pour moi ça le rend plus polyvalent en tant qu'hybride photo-vidéo. Alors, je précise aussi que je fais cette vidéo parce que, comme les youtubeurs qui sont assez spécialisés Lumix, quoi, en général, sont vraiment à 99% des vidéastes avant d'être des photographes, toutes les reviews qu'on peut trouver sur ce R5 II, vraiment à part exception, hein, sont des reviews axées vraiment vidéo, alors que c'est un boîtier vraiment moitié photo, moitié vidéo, hein, celui-ci. Donc voilà, revenons à notre sujet. Donc, capteur empilé ou pas? J'allais dire, je vous repasse une photo, par exemple, là, voilà, d'oiseaux, hein, tout simplement, de petits oiseaux, hein, je dis bien, parce que sur un gros oiseau en vol, on n'a pas forcément besoin du capteur empilé, hein, je vais m'expliquer. Voilà, alors pourquoi là le capteur empilé, forcément, il est quasi indispensable sur cette photo? Parce que il va permettre de pas avoir, d'avoir un minimum, en tout cas, de déformation, hein, et notamment le mouvement des ailes là, de ces petits oiseaux au décollage. Suivant comment est positionné l'oiseau, hein, et dans la direction dans laquelle il s'envole, si on n'a pas une vitesse de lecture de capteur suffisante, on va être très vite confronté au problème de rolling shutter qui là pour le coup se manifeste en déformant complètement, hein, les ailes par exemple de l'oiseau. Alors ceci est aussi valable dans tout type de mouvements rapides, hein, qui ont une composante qui forcément entraîne ce phénomène de déformation du rolling shutter. Alors c'est vrai évidemment dans certains sports, pas tous non plus, ça dépend si quelqu'un court vers vous face caméra, il n'y a aucun problème de rolling shutter à craindre, hein, voilà. Ça dépend quand même pas mal des circonstances. Alors c'est vrai aussi que si vous photographiez par exemple des sports très rapides comme je sais pas, le tennis de table, l'escrime, hein, c'est ce qui me vient un peu à l'esprit. Là on a besoin aussi, hein, c'est pareil, sinon on va avoir des balles déformées, des épées déformées, tout ce que vous voulez. Et puis surtout on va être confronté, puisque ces sports-là ils vont se faire en gymnase dans des éclairages qui sont assez pourris en général, au niveau qualité de la lumière, et donc en plus on va avoir des phénomènes de banding en obturation électronique comme pas possible. Donc là un capteur empilé, alors il va pas forcément
annihiler tout problème de banding, mais il va le réduire fortement, et en tout cas bien plus qu'un capteur non empilé. Donc voilà les utilisations en photo, en tout cas, ou le capteur empilé. Alors est-ce que ça justifie les 1000 € de plus? Encore une fois, ça c'est à chacun de se positionner suivant son utilisation, bien entendu. Après, le capteur empilé en vidéo. Alors moi, ça m'a jamais semblé un problème, le rolling shutter en vidéo, jusqu'à une certaine limite peut-être quand même. C'est là qu'un Sony par exemple A7R5 qui va être quand même un peu plus en difficulté, encore que c'est surtout chez Sony, il y a une grosse différence entre la photo et la vidéo en termes de rolling shutter. En photo, c'est une catastrophe vraiment le Sony A7R5. En vidéo, c'est pas pire que les autres, on va dire, que le Panasonic par exemple, je veux dire. Donc voilà. En vidéo, en tout cas, le rolling shutter, justement, moi j'ai été voir des vidéos, alors pour le coup là de youtubeurs spécialisés Lumix et spécialisés vidéo, qui ont montré vraiment, quand vous suivez une vidéo, vous suivez un narratif, une histoire, et tout, il a montré, même sur des films très connus en fait, que si on se concentre sur l'arrière-plan par exemple, on va voir vraiment le phénomène de rolling shutter, sauf qu'on n'y prête pas du tout attention, parce que le scénario, il est fait pour qu'on suive les personnages, les dialogues, voilà. Et donc, c'est vrai qu'en vidéo, moi, ça m'a jamais paru un problème, le rolling shutter. Alors peut-être que dans certains types de vidéos très particulières, ça peut être un problème. Mais voilà, je pense que sinon, c'est plus en photo, dans certains types de photos encore, une fois, que ce problème est prégnant qu'en vidéo. Donc, pour dire qu'en vidéo, à mon avis, c'est pas vraiment un problème, le fait que le Lumix n'est pas une super lecture, un temps de lecture de capteur très rapide, c'est même le moins qu'on puisse dire. Si en photo, on ne fait pas spécialement de la photo comme ça, des petits oiseaux au décollage, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va forcément toutes les louper, il y en a qui seront réussis. Moi j'en ai fait avec le Canon R7 par exemple, qui sont réussis. Parce que l'oiseau, la composante qui fait le rolling shutter, justement, n'était pas trop présente entre la direction dans laquelle l'oiseau a pris son envol, voilà, sa position à ce moment-là, la position des ailes, tout ce qu'on veut. Voilà. Là, par contre, ce qui est indispensable pour faire ces photos-là, est vraiment indispensable, c'est le prédéclenchement. Alors là, qu'on soit chez Panasonic ou chez Canon, on l'a et en RAW, et pour moi c'est fondamental de l'avoir en RAW. Le Nikon l'a en JPEG, donc c'est beaucoup moins satisfaisant, et le Sony l'a pas du tout, donc voilà. Donc je trouve que malgré tout, il reste polyvalent quand même ce Lumix. Il y a un écart forcément avec les capteurs empilés, mais encore une fois, lui au moins il fait du prédéclenchement en RAW que fait pas le Nikon, donc à tout prendre, qu'est-ce qui vaut mieux? Je sais pas moi honnêtement. Alors celui qui a un peu tout, c'est plutôt le Canon, effectivement. Bon, voilà, le Lumix lui monte à 40 images par seconde. Alors, le problème après du Lumix, c'est que l'autofocus n'est pas peut-être aussi bon que le Nikon et est clairement un ton en dessous du Canon. Voilà. Alors là aussi, tout dépend du type de photo. Je pense qu'en vidéo, il fait tout à fait l'affaire maintenant, évidemment. Depuis le S5 II et encore depuis les dernières mises à jour du S5 II et du S5 IIX, l'autofocus en vidéo de Panasonic, alors que c'était un enfer jusqu'au GH6, on va dire, et le précédent S5. Là c'est corrigé, en vidéo il n'y a pas de problème. Alors en photo, il est bon quand même, il n'y a pas de souci, il suit quand même bien, il a toutes les détections qui vont bien, mais oui, il sera moins collant, moins rapide que l'autofocus de Canon.
Donc là aussi, ça dépend un petit peu des photos qu'on fait. Hein. Pour des sujets qui ne sont pas très durs à suivre, bah, ça marche très bien. Bon, voilà. Donc, du coup, moi, je pense quand même que ce S1 Mark II, c'est vraiment un boîtier intéressant parce que j'ai fait une vidéo à sa sortie, hein, comme je fais régulièrement. Et puis, bon, après, j'ai quand même beaucoup réfléchi, analysé, hein, et voilà. Et puis, j'ai vu d'autres reviews aussi. Donc c'est vrai que je me suis dit, bon, finalement, quand même, l'un dans l'autre, il y a de quoi vraiment, vraiment hésiter. Parce que, en plus, on a Sigma. Et alors là, par exemple, par rapport à Canon ou Nikon, ça fait une vraie différence. Alors pas par rapport au Sony, évidemment, mais par rapport au Canon ou Nikon, surtout Canon, hein, évidemment, bah, ça fait quand même une sacrée différence. Hein. Tiens, vous, alors que ce soit d'ailleurs là Canon ou Nikon, hein, parce que Nikon, ok, ils ont les Tamron rebadgés et tout, mais c'est quand même chasse gardée sur les 24-70 2.8, hein, par exemple, ou le 70-200 2.8. Bon, chez Canon, si on veut un 24-70 2.8, qui est quand même l'objectif polyvalent de reportage par excellence, hein, même s'il est un peu encombrant et tout, ben, vous n'avez pas le choix. Il faut mettre le RF 24-70 2.8 qui coûte un bras et qui en plus fait partie des plus lourds et des plus encombrants des 24-70 2.8, donc une sinécure, quoi. Hein. Alors que vous avez le Panasonic, ou le Sony donc, eh ben, le dernier 24-70 2.8, le Mark II de Sigma, qui est excellent, qui est plus compact et plus léger, et pas qu'un peu que par exemple le Canon, et qui coûte plus de 2 fois moins cher, ben voilà. Et oui, le 70-200 2.8, c'est pareil. Dans les grands angles, c'est un tout petit peu moins vrai, parce que dans la gamme Art, hein, vraiment les très bons, ils ont que le, entre guillemets, le 14-24 2.8 qui lui est vraiment très gros, très encombrant. Ils n'ont pas trop un équivalent 15-30 ou 16-35 ou 2.8. Ils ont un 16-28 2.8 qui est très bien, mais il ne fait pas partie de la gamme Art non plus. Donc voilà, après, ce que je veux dire, c'est que maintenant, chez Canon ou chez Nikon, on a ce qu'il faut dans ces gammes un peu intermédiaires. Voilà, c'est plus dans le haut de gamme, pouvoir bénéficier de Sigma, et puis pas que le haut de gamme. Hein. Après, on a tout un tas de focales fixes Sigma aussi, et notamment celles ouvertes à 1.4 qui sont beaucoup moins chères que par exemple les Canon, hein, en tout cas, ça c'est sûr. Donc vraiment, plus les objectifs de la gamme Panasonic quand même aussi, hein. Mais je veux dire, la porte Sigma, c'est quand même énorme. Donc, si on ajoute le fait que le boîtier est quand même sensiblement moins cher, notamment qu'un R5 II, que au niveau objectif, si on veut du haut de gamme, on va s'en tirer pour beaucoup moins cher que chez Canon. Tout mis bout à bout, ça va revenir vraiment beaucoup moins cher. Hein. Donc, il faut vraiment avoir la justification de faire des photos particulières, finalement, pour prendre plutôt le Canon R5 II que ce Lumix, il me semble. Hein. Surtout, encore une fois, que le Canon, il n'a pas ce super écran qui le rendrait un peu plus polyvalent, notamment en photo. Et il n'a pas non plus certaines options en vidéo qu'a le Lumix. Hein. Donc voilà. Pour finir cette vidéo, je voulais quand même vous montrer ce que ça veut dire d'avoir 45 mégapixels en photo. En vidéo, honnêtement, c'est plus un handicap qu'autre chose, à part que ça ouvre à la 8K, mais franchement, la 8K, voilà quoi. C'est plus un inconvénient, notamment en montée du bruit, qui ne se corrige pas aussi facilement qu'en photo. Hein. Donc voilà. Ce que je voulais vous remontrer par contre, c'est que en photo, la haute résolution, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc ici, je vous montre une photo que j'ai prise pas plus tard qu'hier
Donc là, au 400 mm, j'ai le 100-400 de Canon, hein, vous savez, celui qui coûte pas cher du tout, là, alors il est ok, il est à f8 à 400 mm, vous voyez, pour faire une photo comme celle-là, c'est absolument pas gênant d'être à f8, je crois que même là j'étais à f10 plutôt d'ailleurs. Et donc voilà la photo ça donne à 400 mm. Maintenant, je vous la montre sacrément recroppée. Et regardez, on voit clairement les traces des skieurs de randonnée là, dans cette montagne, hein, parce que c'est pas une piste du tout, hein, là on n'est pas en station, hein, c'est vraiment de la montagne, et on voit très bien les traces des skieurs de rando. Et franchement, là, sans les 45 mégapixels, on n'arrive pas à, où on les distinguerait vraiment un tout petit peu. Voilà. Là, ça compense par exemple le fait de clairement de ne pas avoir un 600 ou un 800, alors peut-être pas un 800 quand même, n'exagérons pas, mais en tout cas de ne pas avoir un 600 mm. Par exemple sur un capteur 24 mégapixels, voilà, ça compense mais largement. Et quand vous voyez l'encombrement de ce 100-400 par rapport à par exemple un 600 mm, quoi, un zoom qui va à 600 mm, même s'il n'y en a pas chez Canon, il y en a pour le Panasonic par exemple avec Sigma, hein, et vous ferez justement la même photo avec par exemple le 100-400 de Sigma. Pour le Panasonic, qui lui aussi est beaucoup moins encombrant que le 150-600. Hein. Voilà, c'était pour quand même justifier que cette vidéo autour des capteurs de 45 mégapixels ou 61 pour le Sony bien sûr, mais comme il a tellement d'autres défauts et puis un prix finalement un peu haut, sachant qu'il commence déjà à être assez ancien, entre guillemets, hein. Mais bon, quand on voit que Nikon, ils savent réajuster le prix du Z8 assez rapidement, Sony, ils font vraiment pas d'efforts, hein, clairement, là-dessus, en plus de jamais faire de mise à jour. Bref, je pense que les utilisateurs Sony le savent très bien. Voilà, alors ça n'empêche pas qu'on attend quand même de pied ferme la sortie du futur A7 V, hein, quand même. Voilà, ça terminera cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Rendez-vous bientôt, sans doute, pour des sorties objectifs ou boîtiers. Merci d'avoir suivi. Au revoir.